Quand on parle de sport, d'Irlande et de nationalisme, on parle de football gaélique et par extension du GAA, Gaelic Athletic Association, l'association sportive qui abrite le football gaélique, mais aussi le hurling et le handball irlandais, un sport plus proche de la pelote basque que du handball de Thierry Omeyer et des frères Karabatic, qui lui vient d'Allemagne. Le football gaélique est le sport le plus populaire d'Irlande, juste devant le hurling, suivi du football, celui de Platini et de Zidane, et du rugby. Et les finales qui clôturent tous les ans les championnats au mois de septembre sont une célébration presque rituelle de la nation irlandaise, une sorte de communion nationale sur le thème du hurling et du football gaélique. À une époque à laquelle tout le monde regarde plus ou moins les mêmes programmes et les mêmes rencontres sportives internationales au même moment, cela peut paraître surprenant. Mais c'est que la naissance et la vie du GAA sont étroitement associées à la lutte pour la naissance d'une nation irlandaise. Alors, les premières traces de présence humaine en Irlande datent du 9e millénaire avant l'ère moderne, mais c'est l'arrivée des Celtes, vers 500 avant l'ère moderne, qui fonde l'histoire mythologique de l'Irlande. En effet, les Romains n'ont jamais occupé l'île et les Vikings ne sont jamais parvenus à asseoir leur domination sur l'ensemble du territoire. C'est d'ailleurs la harpe de Brian Boru, roi irlandais qui a unifié l'île et en aurait chassé les Vikings en 1014, qui sert d'emblème au pays. Cependant, après une brève période d'accalmie, ce fut au tour des descendants de Guillaume le Conquérant, une centaine d'années après avoir soumis l'Angleterre, de tenter l'aventure en Irlande à la fin du XIIe siècle. L'emprise des Britanniques variera avec le temps, mais quand les sports modernes apparaissent, dans la première moitié du XIXe siècle, l'Angleterre a une mainmise totale sur l'Irlande. La révolte de 1641 a été matée dans le sang par Cromwell. L'armée catholique menée par Jacques II a été défaite sur les bords de la Boyne en 1690. Et le soulèvement des Irlandais unis de 1798 a débouché sur l'acte d'union de l'Irlande et de la Grande-Bretagne en 1801. En 1809, Daniel O'Connell parvient à faire abroger tout un ensemble de lois qui privent la majorité catholique de droits essentiels, mais il ne parvient pas à faire dissoudre l'acte d'union. À compter de 1878, Charles Parnell organise la contestation des paysans que la loi maintient dans une immense pauvreté et contraint le gouvernement britannique à déposer un projet de loi portant abrogation de cet acte. Mais la révélation de la liaison de Parnell avec une femme mariée, dont il avait déjà 3 enfants, dans un pays dominé par un clergé catholique intransigeant, ruina sa réputation et précipita la cause nationaliste dans une impasse politique. C'est le contexte qui a vu, et peut-être même permis, l'essor d'une renaissance culturelle irlandaise emmenée par Yeats, qui trouva dans une lointaine Irlande, quelque peu fantasmée, les fondements d'une civilisation authentique, débarrassée du matérialisme et du protestantisme britannique. C'est le terreau dont se nourrirait le mouvement nationaliste qui allait donner son indépendance à l'Irlande, mais c'est également le contexte dans lequel est apparu le GAA, ce qui explique le rôle joué par l'association sportive dans nos représentations de la nation irlandaise. Des 2 sports majeurs pratiqués sous l'égide du GAA, c'est le hurling qui est sans doute le plus authentiquement et le plus symboliquement irlandais. Symboliquement car il ne ressemble à aucun autre sport et authentiquement car ce serait le plus ancien sport autochtone. Comme tous les sports modernes, le hurling en tant que sport organisé et encadré par un ensemble de règles est né au XIXe siècle. Cependant, il s'inscrit dans la continuité d'une pratique prémoderne ou même médiévale, voire même pré-chrétienne, qui mettait en scène des hommes munis de bâtons ou de crosses de bois se disputant une balle. C'est à cette pratique que Cuchulainn, le grand héros ulstérien du cycle de la branche rouge, l'un des 4 grands cycles mythologiques irlandais, devrait son nom, qui signifie chien de Culen, et un nom qui lui fut donné après qu'il eut accepté de remplacer le chien de garde d'un certain Culen qu'il avait tué pour se défendre avec une balle de hurling. Le football gaélique, lui, ne peut pas revendiquer pareille ancienneté. L'une des premières preuves de la pratique d'une activité dont on peut faire l'hypothèse que le football émane remonte au statut de Galway, qui interdisait en 1527 la pratique du hurling, mais permettait explicitement celle du football sans qu'on comprenne véritablement pourquoi. D'autant que les quelques traces de pratique dont le football émanerait dépeignent de violentes empoignades.
Comme sur la quasi-totalité du continent européen, il s'agissait le plus souvent d'affrontements entre villages qui se disputaient une sorte de balle qu'il fallait emmener dans le centre de la paroisse voisine ou de la sienne, à un endroit dont les opposants avaient convenu. Mais bien qu'il soit plus jeune que le hurling, c'est le football gaélique qui est aujourd'hui le plus populaire d'Irlande. Le premier championnat national s'est disputé en 1887 et depuis 1928, le troisième dimanche de septembre, le comté vainqueur reçoit la Sam Maguire Cup, du nom d'un joueur membre de l'Irish Republican Brotherhood, l'armée secrète dont Michael Collins prendra le commandement dans les années 20. La Sam est une réplique du calice d'Ardar, une coupe en argent décorée d'or et de cuivre datant du 7e siècle de l'ère chrétienne. C'est le trophée sportif le plus prestigieux d'Irlande. Alors, le football gaélique est un sport hybride entre le football tel que nous le connaissons dans sa version mondialisée et le rugby à 15. Il se joue avec un ballon rond, mais les joueurs peuvent utiliser les mains. Les parties se jouent à 15 contre 15, mais il y a un goal. Enfin, on marque un point quand on passe le ballon entre les poteaux, au-dessus de la barre transversale, et un but qui vaut 3 points quand on trompe le gardien, qu'on met le ballon dans les filets, sous la barre transversale. Les scores sont donnés en nombre de buts et de points. 1, 18 par exemple, à 2, 14. Donc on multiplie les buts par 3 points, ça nous donne 3 plus 18, 21, à 2 fois 3, 6 plus 14, 20. Hein, c'est donc le nombre total de points qui détermine le vainqueur. Par contre, tacles et plaquages sont interdits. Alors, rapidement, quelques règles qui fondent le sport. Il est interdit de ramasser la balle au sol avec les mains. On appelle cela le pick-up. On est obligé de frapper la balle pour la passer. On parle de fisted pass. On peut porter la balle à condition de la faire rebondir par terre tous les 4 pas ou de la faire rebondir sur son pied ou encore d'alterner les deux. Et là, je montre des jeunes filles parce que c'est un sport qui est joué aussi bien par les hommes que par les femmes. Et l'une des actions les plus caractéristiques du football gaélique est le fielding, c'est-à-dire l'action de sauter en hauteur pour attraper le ballon à la main avant l'adversaire. Le hurling se joue également à 15 contre 15. Dont un goal, sur un terrain identique mais un peu plus grand. Les règles sont quasiment les mêmes, à ceci près qu'à la place de leurs mains, les joueurs utilisent une sorte de batte plate qu'on appelle le hurley, et qu'à la place d'un ballon, ils utilisent une balle appelée slaughter, heureusement qu'il n'y a pas de gaélisant dans la salle, très légèrement plus grosse mais bien plus dure que celle qu'on utilise au tennis. Il est interdit donc de la même manière de ramasser la balle au sol avec les mains, il faut utiliser le hurley. On est obligé de frapper la balle pour la passer. Donc encore des jeunes filles. Alors par contre, quand ce sont les filles qui jouent, on parle de camogie plutôt que de hurling. Donc on peut porter la balle à condition de la faire rebondir sur son hurley. Là encore, les pyramides de joueurs se disputant une balle aérienne sont très spectaculaires. Alors il semble que l'idée d'une renaissance de ces jeux dits gaéliques germa pour la première fois dès 1858 dans la tête d'un certain Dennis Holland, un journaliste. Mais il émigra aux États-Unis et il fallut attendre 1884 avant que Michael Cusack ne la mette en œuvre. Michael Cusack est né dans le Barron, dans le comté de Clare, dans une modeste famille irlandisante. Il s'intéressait à la culture et à la langue gaélique. En 1882, il publia le journal bilingue Gaelic Journal, sponsorisé par la Gaelic Union for the Preservation and Cultivation of the Irish Language, dont il fut trésorier, et qui marqua la naissance du mouvement pour la renaissance de la langue. Il avait également un goût prononcé pour le sport. Il était spécialiste de lancer du marteau et s'était taillé une belle renommée en province, devenant même champion d'Irlande de lancer du poids en 1881. Enfin, il était enseignant. Il était arrivé à Dublin en 1874 au Blackrock College. 3 ans plus tard, en 1877, il avait créé sa propre école de préparation au concours de la fonction publique. Il était convaincu des vertus physiques et morales du sport et plaçait l'éducation physique au centre de sa pédagogie. Bien lui en prit, semble-t-il, car son école enregistrait d'excellents résultats.
Il paraît donc assez naturel que l'histoire l'ait choisi pour faire renaître les sports traditionnels irlandais. En effet, après avoir été encouragés par les élites aristocratiques de la seconde moitié du XVIIIe siècle, qui y voyaient probablement le moyen d'accroître leur popularité et de s'attacher à la loyauté de leurs sujets, un peu comme pour le cricket en Angleterre, la pratique du hurling et du football gaélique faillit disparaître en raison de 3 phénomènes majeurs. Le soulèvement de 1798, suite auquel les classes supérieures cessèrent leur parrainage, par crainte que la pratique de jeux traditionnels ne serve à fomenter ou à abriter des activités séditieuses. Les famines des années 1845 à 1849 qui firent 1 million de victimes et contraignirent un autre million de personnes à l'exil, vidant les campagnes de leurs habitants et de leurs jeux. 20 ans après la famine, je vous montre une carte pour vous permettre de situer. 20 ans après la famine, on ne jouait plus au football gaélique que dans le Kerry, tout à fait au sud, à l'ouest, le sud Tipperary, le sud Limerick et autour de Cork. Enfin, comme partout en Europe, on jouait à l'occasion d'une foire ou d'un pardon. Et la concentration de population ainsi que les moyens de profiter de ce jour chômé n'étaient pas sans causer quelques désordres. Et comme ces rassemblements faisaient courir autant de risques à la morale qu'à l'ordre public, les autorités britanniques qui souhaitaient interdire ces pratiques trouvaient de précieux alliés dans les rangs du clergé catholique. Alors, le génie de Cusack a probablement été de s'attacher le soutien des 3 piliers du nationalisme irlandais de l'époque. Sur le plan politique, il existait 2 mouvements nationalistes. L'un légal, modéré, qui militait au Parlement britannique en faveur de l'abrogation de l'acte d'union et l'octroi d'une autonomie interne, le parti du Home Rule, dirigé par Parnell, dont j'ai déjà parlé, et l'autre parti politique, un parti clandestin, partisan de l'action violente, séparatiste et républicain, le mouvement Fenian, porté par l'Irish Republican Brotherhood. Au niveau social, les campagnes irlandaises connaissaient depuis 1879 une forte agitation, menée par une puissante ligue agraire qui était initialement dirigée par Michael Davitt, avant que Parnell encore n'en prenne les rênes. Et au plan religieux, enfin, l'Église catholique symbolisait l'opposition de la nation irlandaise à l'envahisseur protestant. Elle était profondément enracinée dans la société et avait une emprise considérable sur les âmes et les mœurs de la majorité des Irlandais. Aussi, d'emblée, le GAA s'est placé sous le parrainage de l'archevêque de Cashel, Croke, qui a donné son nom à Croke Park, le plus grand stade irlandais, quasiment exclusivement réservé à la pratique de sport gaélique, j'y reviendrai. Michael Davitt, fondateur de la Ligue agraire et membre de l'Irish Republican Brotherhood, et Parnell, enfin, président du Parti autonomiste et de la Ligue agraire. L'association est née suite à la publication dans United Ireland et Irishman, 2 hebdomadaires nationalistes, d'une lettre intitulée « A Word about Irish Athletics », le 11 octobre 1884. Cusack ne fait pas mystère de ses sentiments nationalistes. Il y appelle de ses vœux la création d'une association sportive irlandaise pour les Irlandais et s'en prend assez violemment à l'hégémonie culturelle de l'envahisseur britannique. Dans l'édition suivante, le 18 octobre 1884, Maurice Davin, le sportif le plus populaire d'Irlande à l'époque, lui apporte un soutien inconditionnel. Il ne fait aucun doute que les 2 hommes se connaissaient, qu'ils avaient mis tout cela en scène. Et suite à la publication de leurs articles, ils rédigèrent une circulaire commune invitant ceux que l'initiative intéressait à les retrouver le samedi 1er novembre 1884 à 3h à l'hôtel Hayes à Thurles dans le comté de Tipperary. C'est là que le GAA est né. Alors, les preuves d'attachement de l'association sportive à la cause nationaliste sont nombreuses. On citera le défilé de 2000 hommes portant des hurleys drapés de noir aux funérailles de Parnell en 1891, la participation d'un nombre important de membres du GAA au soulèvement de Pâques 1916, qui marque le début du processus d'indépendance et dont on va fêter le centenaire l'an prochain. La participation de nombreux membres de l'association à la guerre d'indépendance irlandaise entre 1919 et 1921.
Mais l'idée selon laquelle le GAA serait une organisation farouchement nationaliste est essentiellement due aux mesures discriminatoires que l'association a prises à l'encontre de ceux dont les pratiques sportives ou les emplois faisaient douter de l'allégeance à la cause d'une Irlande authentique et indépendante, les fameux bands. En effet, dès sa deuxième ou troisième réunion, l'association adopta une résolution au terme de laquelle quiconque prendrait part à une compétition organisée par une autre association que le GAA n'aurait plus le droit de participer aux manifestations placées sous son égide. Alors, il s'agissait en partie de rendre la monnaie de sa pièce à une association sportive concurrente d'inspiration britannique. Et l'archevêque Croke parvint à convaincre les deux associations d'abroger leurs dispositions. Cependant, l'interdiction fut confirmée en 1886, de nouveau abrogée en 1896 et finalement réintroduite en 1905. Parallèlement aux mesures d'exclusion frappant les sportifs qui s'étaient rendus coupables d'infidélité, le GAA interdisait également à certains individus de prendre part aux manifestations sportives qu'il organisait. En 1887, il vota une disposition interdisant aux membres de la Royal Irish Constabulary, la police irlandaise, de participer aux activités de l'association. L'année suivante, il étendit la mesure aux membres de la Metropolitan Dublin Police. Là encore, ces dispositions furent abrogées en 1893, mais elles furent réintroduites en 1903 pour les militaires, les marins et les policiers, puis étendues aux retraités de l'armée britannique en 1904. Dans les années 20, après la guerre civile entre les partisans de l'accord signé avec les Anglais et ses adversaires, on était soucieux d'apaisement. Mais il semble qu'en dépit des pressions exercées par le gouvernement, le GAA refusa d'abroger ces dispositions. Même Douglas Hyde, le président de la République, fut déchu de son titre de parrain de l'association pour avoir assisté à une rencontre internationale de football en 1938. Enfin, l'idée selon laquelle il s'agirait d'associations farouchement nationalistes est confirmée par les Britanniques eux-mêmes, qui, le 21 novembre 1920, à Dublin, pour venger la mort de 14 officiers des services secrets britanniques exécutés le matin par l'IRA, pénétrèrent dans le stade de Croke Park et tirèrent sur la foule. Pardon, là c'est la poste centrale à Pâques 1916. Voilà, les Anglais qui pénètrent sur la pelouse de Croke Park, qui tirèrent sur la foule, faisant un mort parmi les joueurs et 12 parmi les spectateurs. Alors là, c'est une photo d'une scène du film de Neil Jordan qui s'appelle Michael Collins, et il semble qu'en réalité, il soit entré à pied, comme je vous l'indique, plutôt qu'avec ces véhicules blindés. De la même manière, en Irlande du Nord, l'association est vécue comme exclusivement catholique au service de la cause nationaliste, donc d'une Irlande unie. Alors pour bien comprendre, il faut dire deux mots de ce coin d'Irlande, au nord-est de l'île, parfois abusivement appelé Ulster. Abusivement parce qu'il regroupe en fait 6 comtés sur les 9 de la province historique d'Ulster. Donc les comtés de Antrim, Armagh, Down, Derry, Derry pour les catholiques ou Londonderry pour les anglais, pour les protestants, Fermanagh et Tyrone. Alors à la fin du XVIe siècle, lorsque Hugh O'Neill prit la tête d'une insurrection catholique contre l'expansion de la présence britannique en Irlande, il s'agissait de la province la mieux préservée, la moins impactée par la colonisation, la plus gaélique. Mais après avoir repris la quasi-totalité de l'île, et malgré l'aide d'un contingent espagnol, il essuya en 1601 une sévère défaite à Kinsale, tout à fait au sud de l'île, dans le comté de Cork, défaite qui précipita sa chute. À bout de souffle, l'Angleterre se fit assez clémente, mais en 1607, Hugh O'Neill et de nombreux seigneurs gaéliques d'Ulster préférèrent l'exil et un improbable retour aux côtés de quelques puissances continentales prêtes à les aider, plutôt que la sujétion. La fuite des comtes, comme on nomme l'épisode, marque le début de la plantation d'Ulster. L'administration britannique confisqua les 3/4 des terres de la province, expropriant tous les propriétaires terriens irlandais, afin de créer des concentrations de population loyales à la couronne autour des villes et des garnisons, afin de se prémunir d'un soulèvement du type de celui qu'il avait fallu réprimer dans le Munster. La plantation n'eut pas le succès escompté, de sorte que les colons
furent contraints d'employer de la main-d'œuvre autochtone. De sorte que deux communautés durent cohabiter, bon gré mal gré, l'une d'origine irlandaise et de confession catholique, spoliée par les Britanniques, et l'autre d'origine majoritairement écossaise et de confession presbytérienne, qui tirait sa subsistance de cette spoliation. De sorte qu'au début du XXe siècle, lorsque la perspective d'une Irlande autonome devint de plus en plus probable, descendants des riches familles anglicanes et descendants de ces fermiers presbytériens créèrent une véritable milice, grâce à l'Ulster Volunteer Force. Ils obtinrent du gouvernement britannique de l'époque la reconnaissance de leur spécificité et l'exclusion de l'actuelle Irlande du Nord du traité anglo-irlandais signé le 6 décembre 1921 qui octroyait une relative autonomie aux 26 autres comtés de l'île. Presque 100 ans plus tard, les deux communautés ne se mélangent toujours que très peu et les accords du Vendredi Saint 1998, qui prévoit un partage du pouvoir exécutif entre catholiques nationalistes et protestants unionistes, sont loin d'avoir effacé les décennies d'apartheid dans lesquelles les protestants ont maintenu les catholiques, d'une part, et les exactions de l'IRA, d'autre part. Ainsi, le GAA donc, n'a jamais tenu aucun compte de la frontière qui sépare l'île en deux. Il se positionne donc de facto en faveur d'une Irlande réunie de 32 comtés. C'est probablement la raison pour laquelle les autorités irlando-britanniques de Belfast n'ont pas toujours été très tendres avec elle. Sans les aides financières récurrentes du comité central du GAA, le football gaélique n'aurait pas survécu en Irlande du Nord. En outre, pendant les Troubles, donc un euphémisme pour parler de la véritable guerre civile qui a déchiré les 6 comtés entre 1969 et 1998. Pendant cette période, le GAA a été littéralement harcelé par les forces de l'ordre, qui multipliaient contrôles et fouilles, plaçaient des membres en garde à vue et occupaient des terrains. Donc c'est la diapo précédente, vous m'excuserez de l'inversion. Occupaient des terrains, donc Casement Park, une évidente provocation. Ainsi que l'emblématique terrain du club de Crossmaglen dans le sud du comté de Armagh, qui ne sera rétrocédé qu'en 1999. Le GAA a également servi de cible privilégiée aux groupes paramilitaires loyalistes, et outre les relativement bénins actes de vandalisme à l'encontre de ses équipements, 2 de ses dirigeants ont été assassinés, Shane Fox en 1993 et Shane Brown en 1997, en vertu du simple fait qu'ils faisaient partie de l'association. Pour conclure, donc, on peut dire que la création du GAA est une manifestation du nationalisme irlandais. C'est le premier mouvement nationaliste culturel d'envergure à revendiquer un héritage celtique ou gaélique qui s'oppose au modèle britannique. Cette revendication identitaire a probablement contribué à permettre à la société irlandaise de prendre conscience qu'elle avait sa propre histoire, à montrer qu'elle n'avait pas toujours été asservie, qu'elle émanait d'une civilisation dont on pouvait se montrer fier. Je vous renvoie à la coupe, la Sam Maguire Cup, qui est copiée sur le modèle d'une coupe datant du 7e siècle, qui apporte la preuve de l'existence d'une civilisation antérieure à l'arrivée des Anglais dont on pouvait se montrer fier. Et il est intéressant de noter que ce n'est que 8 ans après la création du GAA qu'est apparue la Gaelic League, qui est beaucoup plus connue dans les livres de civilisation irlandaise que le GAA, et dont le but était également de faire renaître la langue gaélique et, je cite son fondateur, Douglas Hyde, de déangliciser l'Irlande. Cependant, à la fin des années 70, on vit apparaître un nombre croissant d'histoires locales du nationalisme irlandais qui laissaient entrevoir un paysage beaucoup plus complexe qu'ont pu le laisser croire les premières histoires dont s'est nourri l'imaginaire collectif. Et à la fin des années 90 est apparue une nouvelle génération d'historiens qui allait réinterroger l'idéologie nationaliste et réinterpréter le rôle du GAA dans la lutte d'une partie des Irlandais pour l'indépendance du pays. Pour ces historiens, contrairement à ce que Cusack a écrit, contrairement
je m'excuse pour les diapositives, ils sont mélangés. Pour ces historiens, contrairement à ce que Cusack a écrit et à ce que les premiers historiens de l'association ont répété, il ne semble pas que le GAA ait enflammé le pays comme une prairie. Il a fallu des années, voire des décennies, pour que l'association pénètre dans bien des régions, à commencer par l'Ulster. En outre, pour les historiens contemporains, la police royale irlandaise ne se serait que très tardivement inquiétée du potentiel subversif de l'initiative de Cusack. Certains doutent même des aspirations nationalistes ou séparatistes de Michael Cusack. Pour cela, il aurait plutôt souhaité, par le sport, transcender les clivages confessionnels et politiques, un peu comme la Gaelic League le ferait pour la renaissance du Gaélique une petite dizaine d'années plus tard. D'ailleurs, la prise de contrôle de l'association par l'Irish Republican Brotherhood, le bras armé de la lutte pour l'indépendance, le 9 novembre 1887, faillit bien tuer l'association, car le clergé se dissocia de l'exécutif et de nombreux membres moins radicaux décidèrent de la quitter. Pour finir, de nombreux membres du GAA ont combattu aux côtés des Britanniques pendant la Première Guerre mondiale. Et seule une minorité de membres du GAA aurait pris part au soulèvement de 1916, 302 sur 1500 à 1800. Le GAA se dissocia même du soulèvement par crainte des représailles britanniques. Et puis, le sport moderne est une invention récente, la conséquence de contraintes d'espace, de temps et d'ordre ou de morale générées par la révolution industrielle et urbaine de l'Angleterre du XIXe siècle, d'une part. Et la conséquence, d'autre part, de l'essor dans les public schools d'une pédagogie centrée sur le sport et censée développer le goût de l'effort, le courage ou la détermination, la force, l'endurance, l'esprit d'équipe, le tout dans la retenue et l'harmonie. Des valeurs qu'aucun livre ne peut enseigner et qui fondent l'expansion coloniale de l'Angleterre. Or, football gaélique et hurling, de la même manière que football américain, baseball ou hockey sur glace, ne sont que des variantes d'un même thème. Cusack n'aurait été, assez ironiquement, que l'un des différents maillons qui ont relayé l'expansion mondiale du concept moderne de sport, l'artisan d'une anglicisation supplémentaire de la société irlandaise, teintée de traditions gaéliques très largement inventées. L'éthique, l'idée que la pratique sportive puisse avoir un effet bénéfique sur le caractère est résolument anglaise. Quant à la notion d'amateurisme qui concentrerait la philosophie du GAA aujourd'hui, c'est le syncrétisme entre la notion d'honneur, qui est le trait caractéristique du gentleman, et la notion de mérite, celle qui a permis aux bourgeois de s'élever au niveau de l'aristocratie par leurs propres moyens. Une notion, là encore, éminemment anglaise. Alors la vérité, si tant est qu'il y en ait une, est probablement quelque part entre les deux. Mais l'apparition de cette historiographie critique montre que le nationalisme irlandais, la conception que les citoyens irlandais se font d'eux-mêmes est évolutive. C'est une conséquence de la sécularisation de la société, entamée avec la modernisation du pays dans les années 60 et attisée par les scandales qui frappent l'Église catholique depuis la fin du XXe, et de la mondialisation, qui a donné le tigre celtique et renversé le schéma migratoire traditionnel, contribuant à l'arrivée massive de migrants économiques qui forment aujourd'hui une part substantielle de la population et contribuent à diluer l'identité irlandaise traditionnelle. Dans le domaine du sport en général et du GAA en particulier, c'est sans doute le match de rugby entre l'Irlande et la France du 11 février 2007 à Croke Park, 2 semaines avant un Irlande-Angleterre mémorable qui illustre le mieux le phénomène. Je parle d'un Irlande-Angleterre mémorable pour les Irlandais car ils l'ont emporté 43-13. Leur deuxième plus large victoire de l'histoire contre les Anglais, à l'endroit même où 87 ans plus tôt, les Anglais avaient tué 13 innocents par vengeance. Alors les bans, ces mesures discriminatoires prises par le GAA à l'encontre des membres de corporations suspectées de collusion avec l'ennemi britannique et à l'encontre de ceux de ces membres qui assistaient ou pratiquaient un sport considéré comme étranger, le football ou le rugby, ont fait l'objet de nombreuses batailles. Et en 1971, les partisans de leur abrogation finirent par l'emporter. Une nouvelle charte entérina les nouvelles mesures, mais concession aux irréductibles, probablement, réserva l'utilisation de ces équipements aux seules activités du GAA. C'est la fameuse règle 42.
Cette disposition, a priori anodine, s'est assez spectaculairement invitée sur le devant de la scène au début des années 2000. L'Irlande ne possède guère que 2 grands stades, et il était devenu nécessaire de rénover la vieille enceinte de Lansdowne Road, où les équipes nationales de rugby et de football se produisent. De sorte que la Fédération irlandaise de rugby demanda la permission au GAA d'utiliser son stade de Croke Park, qui peut accueillir 82 000 spectateurs, afin d'y jouer ses rencontres internationales pendant la rénovation, notamment le tournoi des 6 nations. Or, de tous les équipements du GAA, c'est le plus symbolique. C'est celui auquel on a donné le nom du primat catholique et nationaliste de Cashel, Croke, celui qui a été le témoin de nombreux événements ayant forgé la nation irlandaise contemporaine, j'en ai cité un, et celui qui accueille toujours les finales intercomptées de football gaélique et de hurling. De sorte que pour Fulton et Berner, Croke Park est à la fois la mémoire et le réceptacle des identités nationales irlandaises, un espace dans lequel et via lequel les identités nationales irlandaises se reproduisent. Alors, se reproduisent pas forcément à l'identique, car c'est un stade moderne, le produit d'une architecture et d'une technologie contemporaine. De sorte que pour les 2 auteurs que je viens de citer, Croke Park est un espèce d'oxymore. Un stade ultramoderne dans les mains d'une association perçue comme farouchement traditionnaliste. De fait, dans les débats sur l'opportunité d'autoriser l'équipe nationale de rugby à disputer 2 rencontres à Croke Park, 2 visions du nationalisme se sont opposées. Une vision traditionnaliste héritée du passé révolutionnaire de l'Irlande et une vision moderne ouverte sur le monde et tournée vers le futur. Il y avait donc 2 possibilités, voter pour l'abrogation de la règle 42 et renvoyer l'image d'une nation moderne, décomplexée, dans un contexte économique favorable, qui faisait suite à la signature des accords du Vendredi Saint et annonçait la visite de la reine Élisabeth. Ou alors voter contre, en faveur d'une vision traditionnaliste de son identité, figée dans le culte des glorieux ancêtres au sacrifice desquels on devait sa liberté. Mais comme on est en Irlande, c'est une 3e voie qui a été choisie, une suspension temporaire de la règle 42. Pour autant, la marge avec laquelle les tenants du progrès l'ont emporté laisse peu de doute sur la direction dans laquelle l'Irlande est engagée. C'est ce que l'intérêt des Irlandais pour le football permet de corroborer. Le football est arrivé peu de temps avant la naissance du GAA. Il s'est donc immédiatement retrouvé en concurrence avec la version gaélique du sport et le hurling. Et les mesures discriminatoires prises à son encontre par les dirigeants du GAA ne lui ont manifestement permis de se développer que dans les régions abritant des colonies importantes de sujets loyaux à la couronne, essentiellement parmi les ouvriers de l'industrie lourde du Grand Belfast et chez les militaires. Les Irlandais hostiles à la Grande-Bretagne ont d'ailleurs longtemps parlé de sport de garnison. Les 2 premiers clubs de l'histoire, Glentoran et Linfield, ont été respectivement créés en 1882 et 1886 par des ouvriers d'usines de Belfast, très majoritairement protestants. Mais des catholiques aussi se sont intéressés au sport et le Belfast Celtic a vu le jour en 1891 dans le quartier catholique de Falls Road, dans Belfast West. Les rencontres entre Linfield ou Glentoran d'une part et Belfast Celtic d'autre part se sont immédiatement faites le reflet, mais aussi le véhicule des tensions ethno-religieuses qui traversent la société nord-irlandaise. La rivalité a atteint un point de non-retour en 1948 lorsque l'avant-centre protestant de Belfast Celtic, Jimmy Jones, a eu la jambe cassée après que des spectateurs eurent envahi la pelouse. Le club décida de quitter le championnat nord-irlandais et en 1972, ce fut au tour de Derry City de jeter l'éponge pour des raisons similaires. Tant et si bien qu'en 1998, lorsqu'on paraphait les accords du Vendredi Saint, le championnat nord-irlandais de football n'hébergeait plus qu'une seule équipe majoritairement soutenue par des catholiques, Cliftonville, dans les quartiers nord de Belfast. Et ce qui vaut pour les clubs vaut également pour ce qui vaut pour les clubs à l'échelle des 6 comtés vaut également pour le pays à l'échelle de l'Irlande. La fédération est née le 18 novembre 1880 à Belfast, mais à Dublin, le premier club n'a vu le jour que 13 ans plus tard, en 1893. Et là aussi, les relations entre le siège de l'Irish Football Association à Belfast et la Leinster Football Association à Dublin se sont immédiatement envenimées. Tant et si bien qu'en 1920, un groupe de Dublinois a pris prétexte des événements politiques en cours pour faire sécession.
Et en 1923, la FIFA a officiellement reconnu la Football Association of the Irish Free State, c'est-à-dire la fédération de l'État libre, l'actuelle République d'Irlande ne devenant république au sens plein du terme, indépendante du Commonwealth qu'en 1948. Préalablement, on parlait donc d'État libre. De sorte qu'aujourd'hui, l'île abrite deux fédérations qui possèdent chacune leur propre équipe nationale. La Irish Football Association pour l'Irlande du Nord et la Football Association pour la République d'Irlande. Toutes deux refusant obstinément toute idée de fusion. En Irlande, le sport est politique et a toujours été facteur de division entre les différentes communautés. C'est pour faire renaître les sports traditionnels autochtones que Michael Cusack a entrepris de créer le GAA, comme je l'ai évoqué, pour s'opposer à l'impérialisme culturel britannique. Mais c'est aussi et peut-être d'abord pour combattre la mainmise de l'occupant sur l'athlétisme. Comme l'indique d'ailleurs le nom même de l'association. Gaelic Athletic Association. Michael Cusack entendait en effet combattre la corruption qui gangrénait l'athlétisme, la discrimination que les associations d'obédience britanniques exerçaient à l'encontre des gens du peuple, des Irlandais, et le mépris dans lequel elles tenaient le lancer du poids et le saut en hauteur, deux pratiques sportives irlandaises traditionnelles. De sorte qu'en Irlande en général et en Irlande du Nord en particulier, le sport est un domaine éminemment politique et un fort marqueur d'identité communautaire. Ainsi, le football irlandais, celui de la République, naquit de statut véritablement national qu'à la toute fin du XXe siècle, lorsque l'équipe nationale se qualifia pour le championnat d'Europe de 1988, puis pour 3 Coupes du Monde, en 90, 94 et 2002. Quasiment privé de la possibilité d'exister sur la scène sportive internationale à cause de l'immense popularité du football gaélique et du hurling, qui ne sont véritablement joués qu'en Irlande, les Irlandais trouvaient avec le football la possibilité de vibrer pour leur pays et de se frotter à de nombreuses nations auxquelles ils se sont longtemps considérés inférieurs. Si bien qu'au complexe d'infériorité intériorisé par des siècles d'assujettissement se substitua une véritable fierté nationale, portée par la joie de vivre et de faire la fête, ainsi que par l'excellente tenue des supporters qui ont déferlé sur l'Allemagne, l'Italie, la Corée et les États-Unis surtout, en raison du nombre extraordinaire d'habitants qui y revendiquent des racines irlandaises. Le championnat d'Europe qui va se dérouler en France l'an prochain promet pareil déferlement. Cependant, il aura un goût particulier car la blessure infligée par la main de Thierry Henry à la nation, à la fierté des Irlandais de posséder une équipe capable de rivaliser avec les meilleurs, reste vive. Une blessure qui s'est réveillée récemment lorsque les médias ont révélé que le secrétaire général de la fédération irlandaise, John Delaney, avait reçu 5 millions d'euros, dont on a du mal à retrouver la trace dans les comptes de l'association, de la part du sulfureux patron de la FIFA, Sepp Blatter, peu de temps après l'élimination de l'Irlande lors du match au cours duquel Thierry Henry a permis à Gallas de marquer de la tête grâce à cette main. Mais bien mal acquis ne profite jamais et on pensera au fameux bus de Knishna. Mais si l'euro français aura une saveur particulière, c'est aussi que ce sera la première fois que les deux équipes nationales entre guillemets, la première fois que les deux équipes nationales de l'île d'Irlande participent ensemble à un tournoi international. Mais avant d'évoquer le cas de l'Irlande du Nord, il me paraît important de souligner la concomitance entre l'arrivée de l'Irlande sur la scène footballistique internationale et l'entrée de l'Irlande sur la scène économique mondiale. Les succès de l'équipe irlandaise de football se sont bâtis sur la sélection de footballeurs issus de la diaspora, qui témoignent d'un certain renoncement aux idéaux révolutionnaires, d'une acceptation de l'émigration et de la conversion des Irlandais à une acception plus large de leur identité. De la même manière, le tigre celtique qui s'éveille au début des années 90 s'est bâti sur l'acceptation de la modernisation et de la mondialisation, à savoir l'adhésion à l'Union européenne en 1973 et la recherche active d'investissements directs étrangers. Ces deux mouvements témoignent de la mutation d'une société quasi autarcique, en guerre civilisationnelle et commerciale contre la Grande-Bretagne, son premier partenaire économique, en société ouverte sur l'extérieur, une irlandité décomplexée.
S'agissant d'Irlande du Nord, à présent, il faut bien voir, j'y reviendrai, que c'est uniquement en raison du rôle joué par la Grande-Bretagne dans la naissance du football, ou plutôt du soccer, que l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande, réduite aussi ce comté d'Ulster depuis 1921, possèdent au football et au rugby leurs propres équipes dites nationales. Dans la quasi-totalité des autres disciplines, Écossais, Gallois et Anglais jouent pour la Grande-Bretagne, tandis que les Irlandais du Nord jouent tantôt pour le Royaume-Uni, tantôt pour la République d'Irlande. Tant et si bien qu'avec une population de moins de 2 millions d'habitants, l'Irlande du Nord est l'une des plus petites nations de football du monde. Cependant, elle est tout de même parvenue à se qualifier pour les phases finales des Coupes du Monde de 58 en Suède, 1982 et 1986, et donc pour le championnat d'Europe 2016 en France. Alors je l'ai évoqué en introduction à cette partie. En Irlande du Nord, le football est vécu comme un sport protestant. Avec le déclenchement des Troubles, les positions se sont inévitablement radicalisées. Et à compter de 1982, de jeunes supporters de confession protestante, majoritairement issus de la classe ouvrière, déroutés par la disparition des industries qui avaient fait la richesse de la province, et effrayés par des avancées politiques qu'ils percevaient comme autant de concessions à la minorité nationaliste, ont fait de Windsor Park la métaphore d'une nation en guerre contre l'ennemi de l'intérieur, comprenant la communauté catholique, contre l'interventionnisme britannique et contre l'ingérence irlandaise. Dans l'antre protestant de Windsor Park, ils pouvaient continuer à se faire croire qu'ils exerçaient encore quelques contrôles sur leur environnement, voire même une certaine autorité, grâce à l'apartheid footballistique dans lequel leur chant, la glorification des groupes paramilitaires protestants et des comportements menaçants maintenait la population catholique. Alors ici, ce sont les paroles de Billy Boy. Hein, We're up to our knees in Fenian blood. Donc, Fenian blood, c'est le sang des catholiques. Hein. Ainsi, les supporters protestants se sont-ils littéralement approprié l'équipe nationale nord-irlandaise. Et tant et si bien qu'un comité consultatif constitué en 2000 pour dresser un état des lieux, remarquait que de nombreux supporters catholiques ne se sentaient ni à l'aise ni en sécurité lorsqu'ils assistaient à des rencontres internationales. Mais compte tenu des vertus qu'on lui prête, les autorités ont constamment tenté d'utiliser le sport afin d'améliorer les relations entre les différentes communautés. Les initiatives ayant vu le jour ont, semble-t-il, donné d'excellents résultats, mais il ne semble pas que les effets aient essaimé au-delà du cercle des pratiquants et se soit véritablement inscrit dans la durée. De sorte qu'à partir de 1997, et a fortiori à partir de la signature des accords du Vendredi Saint l'année suivante, on s'est davantage concentré sur les fédérations nationales, qui ont été priées non seulement de combattre le sectarisme, mais également de promouvoir l'amitié entre les communautés rivales, particulièrement dans le football, car c'est le seul sport d'équipe qui transcende le clivage ethno-religieux. De sorte qu'à partir de 1999, une confédération de groupes de supporters de l'équipe nationale a entrepris de promouvoir des comportements responsables à Windsor Park, le stade qui accueille les rencontres internationales. Et en février 2000, la fédération a lancé une campagne appelée Football for All, visant à encourager les supporters à cesser leur chant sectaire, ainsi qu'une campagne appelée Green and White Army, visant à encourager les supporters à adopter le vert et le blanc de la sélection nationale, plutôt que le rouge, le blanc et le bleu de Linfield, le club ultra-protestant de Belfast, propriétaire du stade dans lequel évolue l'équipe nationale. Aujourd'hui, la fédération nord-irlandaise se targue, je cite, d'être un ardent militant de la lutte contre le sectarisme et se félicite, je cite encore, d'avoir des supporters parmi les plus disciplinés et accueillants d'Europe. Pour l'association, je la cite encore, les jours de match international, Windsor Park est un lieu sûr et accueillant pour les familles et les supporters de tous horizons. Pour autant, l'association me paraît encore se vivre comme assez largement protestante, car de nombreuses mesures en faveur d'une plus grande mixité semblent avoir été le résultat d'âpres négociations entre l'exécutif et les responsables de l'association sur fond de subventions.
La décision de la Fédération de football en juillet 2013 de supprimer la fonction de responsable des relations entre les communautés, qui avait été inaugurée en 1999, ne présage rien de bon. Et l'apparition 2 mois plus tard d'un mural représentant un membre de l'Ulster Volunteer Force, une organisation paramilitaire protestante, flanqué d'une citation détournée de Martin Luther King selon laquelle la liberté n'est jamais accordée de bon gré par l'oppresseur et elle doit être exigée par l'opprimé, en lieu et place de George Best, le plus grand joueur nord-irlandais de tous les temps, offre un saisissant raccourci du chemin qu'il reste à parcourir avant que les deux communautés puissent vivre en harmonie. L'incident probablement le plus symbolique s'est produit en 2002 lorsque Neil Lennon, le capitaine catholique de la sélection nord-irlandaise, a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale après qu'il eut fait l'objet de menaces de mort. Plus récemment, en novembre 2012, la décision de confier le rôle de mascotte pour un match contre l'Azerbaïdjan à Jamie Bryson, un activiste politique favorable à l'union avec la Grande-Bretagne et très actif dans les émeutes de février 2013 contre la mairie nationaliste de Belfast, jette le doute sur la sincérité de l'engagement de la Fédération en faveur de la lutte contre le sectarisme. Au niveau local, le dernier incident majeur remonte à octobre 2013 lors d'un match opposant Linfield à Cliftonville, les deux clubs les plus étroitement associés à l'une ou l'autre des deux confessions. Suite à des chants anti-catholiques d'un côté et anti-protestants de l'autre, l'arbitre interrompit le match et le speaker annonça qu'il ne reprendrait que si les supporters des deux camps cessaient leur provocation. En Irlande du Nord, football et politique sont inséparables. Les protestants, par conviction religieuse, condamnent la pratique du sport le dimanche. Par contre, il n'y a aucun interdit de ce type chez les catholiques. Et les activités du GAA se sont développées le jour du Seigneur, avec la bénédiction des autorités religieuses. Tant et si bien qu'en Irlande, il n'est pas rare de parler de Sunday Games pour le football gaélique et le hurling. Mais en Irlande du Nord, il a fallu attendre 2008 avant que les clubs puissent jouer le dimanche, uniquement après que ceux qui souhaitaient en avoir la possibilité eurent menacé la fédération de poursuites auprès de la Cour européenne de justice. Et bien longtemps après que les centres de loisirs se furent libérés de l'emprise des fondamentalistes. Et 7 ans plus tard, en 2015, il semble que très peu de matchs aient jamais été disputés un dimanche. De la même manière, l'exécution de God Save the Queen en ouverture des matchs internationaux ou des finales clôturant les grandes compétitions locales montre bien de quel côté vont les sympathies de la fédération. Car à part l'Angleterre, il n'y a qu'en Irlande du Nord qu'on joue cet hymne. En Écosse, on joue Flower of Scotland et au Pays de Galles, on joue Land of My Fathers. Mais il serait injuste de faire porter toute la responsabilité du clivage ethno-sportif aux seuls partisans de l'Union et de fermer les yeux sur le GAA en Irlande du Nord qui utilise et l'hymne et le drapeau de la République et a coutume de donner à ses stades, à ses clubs et aux compétitions qu'il organise le nom de héros de la lutte pour l'indépendance ou la réunification de l'île. Son plus grand stade à Belfast se nomme Casement Park, du nom de Roger Casement, un ancien diplomate anobli par le roi George V en 1911 qui a pris fait et cause pour l'Irlande et fut accusé de trahison en 1916 puis exécuté pour avoir tenté d'obtenir le soutien de l'Allemagne dans la lutte que les révolutionnaires irlandais s'apprêtaient à livrer à l'occupant britannique lors de ce fameux soulèvement de Pâques 1916. Pour finir, l'abandon du projet de construction d'une enceinte sportive de niveau international capable d'accueillir GAA, football et rugby montre bien la difficulté que toutes les parties ont à faire des compromis. En l'occurrence, les 3 fédérations, GAA, football et rugby, avaient fini par se mettre d'accord. Cependant, le gouvernement britannique proposait de construire le stade sur un terrain dont il était propriétaire, pas trop loin de Belfast, facile d'accès. Mais il s'agissait du site sur lequel se tenait jadis la prison de Long Kesh, là où Bobby Sands et 9 de ses compagnons de lutte ont perdu la vie en 1981 suite aux grèves de la faim qu'ils avaient menées au nom de la cause républicaine. Eu égard à la valeur symbolique du lieu, le Sinn Féin a exigé qu'on y construise également un musée sur les Troubles. Mais la population unioniste y a vu un sanctuaire à la gloire du terrorisme. Et c'est fermement opposé à l'idée. Alors je ne sais pas si on n'a pas pu
ou si on n'a pas souhaité trouver d'autres sites. Toujours est-il que Peter Robinson, le Premier ministre nord-irlandais, a fini par enterrer le projet. C'est pourquoi, bien que les manifestations les plus visibles du conflit socio- et politico-confessionnel c'est pourquoi, bien que les manifestations les plus visibles du conflit socio- et politico-confessionnel semblent avoir largement disparu, partie de ce changement paraît quelque peu superficielle. D'ailleurs, pour certains, même si les manifestations en sont moins spectaculaires, le conflit s'aggrave. En effet, privés de la possibilité de soutenir une équipe nationale qui les représenterait, les nationalistes catholiques passionnés de football se sont tournés vers l'équipe nationale de la République d'Irlande, de l'autre côté de la frontière. Aller au stade, à Dublin, leur donne la possibilité d'échapper aux connotations politiques attachées aux pratiques sportives dans le Nord. Et pour Fulton, c'est l'un des phénomènes qui explique l'essor de la culture carnivalesque qui caractérise les supporters de l'équipe nationale d'Irlande. En outre, les accords du Vendredi Saint donnent à tout Irlandais du Nord le droit à un passeport irlandais, de sorte qu'un nombre substantiel de jeunes catholiques ou nationalistes ont choisi de jouer pour la République plutôt que pour l'Irlande du Nord. Il est possible que les succès enregistrés par la République au tournant du siècle participent de cet exode. Les joueurs de football professionnels ne sont pas réputés pour leur fidélité, surtout quand il s'agit de jouer à un niveau supérieur ou pour davantage d'argent. Mais il se peut également que le phénomène reflète une exacerbation des tensions confessionnelles, en particulier chez les jeunes, qui est apparue en dépit ou peut-être à cause du processus de paix. Et il se pourrait, pour Henry MacDonald, dans le Belfast Telegraph, que l'Irlande du Nord ait le triste privilège d'avoir une équipe nationale uniquement composée de joueurs protestants, clivant un pan supplémentaire de la société nord-irlandaise en deux groupes ethnico-religieux antagoniques. Mais en football, l'Angleterre est aussi un pays étranger. Et pour les supporters nord-irlandais, aucune victoire n'est plus savoureuse que celle qu'on remporte sur le voisin anglais, comme l'illustre ce mural qui reproduit le but vainqueur de David Healy dans un match de qualification pour la Coupe du Monde opposant les deux sélections en 2005. Pour conclure sur le football, on peut dire que l'Irlande du Nord fait constitutionnellement partie du Royaume-Uni et physiquement de l'Irlande, mais qu'elle est séparée des deux. Et c'est l'équipe nationale de football, plus que toute autre institution, qui témoigne de l'existence de l'Irlande du Nord comme entité politique distincte. C'est probablement ce qui explique les difficultés que les autorités éprouvent à faire évoluer le football plus rapidement vers une plus grande intégration de l'ensemble des Nord-Irlandais. De nombreux habitants des 6 comtés se sentent donc d'abord nord-irlandais et uniquement après britanniques ou irlandais, selon qu'ils sont partisans de l'union avec la Grande-Bretagne ou de l'unification avec l'Irlande, le clivage s'opérant le plus souvent entre protestants d'un côté et catholiques de l'autre. Alors c'est précisément l'existence d'une identité nord-irlandaise première, originelle, qui permet aux rugbymen protestants des 6 comtés de... je ne sais pas comment reculer. P. D'accord. C'est précisément l'existence d'une identité nord-irlandaise première, originelle, qui permet aux rugbymen protestants des 6 comtés de mettre leur talent au service d'une équipe d'Irlande unifiée, comme en témoignent John McBride et Jeremy Davidson, quand bien même, politiquement, on serait opposé à la réunification. Et selon Jean-Pierre Baudis, même si Ian Paisley, le leader protestant ultranationaliste disparu l'an dernier, aurait déclaré que lorsqu'il se trouvait à Lansdowne Road, il criait pour l'Irlande. Si tel est bien le cas, on ne peut pas en vouloir aux journalistes, aux politiciens et autres apôtres des vertus unificatrices et pacificatrices du sport de gloser sur le 15 irlandais. Pourtant, assez ironiquement, contrairement au football, qui a d'abord été organisé à l'échelle de l'île avant de se scinder en 2 identités distinctes, le rugby a d'abord été scindé en 2 parties, l'une à Dublin, l'autre à Belfast, avant que ces 2 dernières ne fusionnent en 1879 pour donner la Irish Rugby Football Union. Mais cette unité révèle une autre fracture identitaire, sociale cette fois.
Le rugby est arrivé en Irlande en 1854 à Cork pour les uns et en 1854 ou 1855 à Trinity College, la prestigieuse université du centre de Dublin, pour les autres. Quoi qu'il en soit, comme en Grande-Bretagne, c'est dans les universités et les écoles que le rugby s'est développé, parmi les fils de la bourgeoisie de Dublin, de Cork, de Galway et de Belfast. Hors université, le premier club semble avoir vu le jour en 1869, 2 ans avant celui de Lansdowne, célèbre pour avoir donné son nom au mythique stade irlandais de rugby, Lansdowne Road, devenu Aviva Stadium. Dans le nord de l'île, à Belfast, le premier club est né en 1868 au sein du North of Ireland Cricket Club, à l'initiative, là encore, d'étudiants de Trinity College et d'étudiants de public schools anglaises en vacances. En 1908, il a été rebaptisé Queen's University de Belfast. Donc en Ulster, comme à Dublin, le rôle des institutions scolaires UP a été et demeure essentiel. Or, à l'image de Trinity College, créé en 1591 en plein cœur de Dublin par la reine Élisabeth pour asseoir l'idéologie protestante et l'autorité britannique, ces institutions accueillent les fils de la bourgeoisie. Et les déclarations des dirigeants, le nombre de joueurs à rejoindre les Ulster Volunteers en 1913, cette milice protestante qui s'inquiétait d'un possible passage sous la coupe de Dublin, ainsi que l'ampleur de la participation des rugbymen à l'effort de guerre britannique durant le premier conflit mondial, montrent bien à qui allaient les sympathies des rugbymen irlandais. Aujourd'hui encore, en matière de rugby scolaire, sur les 82 écoles enregistrées à l'Union provinciale d'Ulster, une seule est catholique. C'est également un sport citadin qui ne s'est pas étendu à l'Irlande rurale catholique, probablement en raison de l'implantation du GAA et de sa condamnation des sports dits étrangers. On trouve donc très peu de joueurs issus des rangs de la paysannerie ou de la classe des grands propriétaires. Par contre, on trouve les enfants de la bourgeoisie catholique et urbaine, faite de commerçants, d'hommes de loi, de comptables ou de médecins, attachés à l'union avec la Grande-Bretagne ou s'en accommodant, enfants qui étudiaient donc dans des établissements payants. Ainsi, le rugby irlandais est pratiqué par une minorité sociale étroite composée de bourgeois protestants et de catholiques du château, appelés à des postes de commande dans les secteurs de l'économie, de la médecine, de la culture, voire de la politique. Cependant, il y a des exceptions, comme le Pays de Galles, le Lancashire et le Yorkshire en Angleterre, la région des Scottish Borders et Limerick en Irlande, pour des raisons qu'on peine à cerner. On cite pêle-mêle l'influence des Christian Brothers qui mirent les élèves défavorisés qu'ils accueillaient au rugby, la présence d'un bataillon de fusiliers gallois qui aurait diffusé la culture rugbystique propre à leur pays et la farouche volonté de la ville de s'affirmer vis-à-vis de villes mieux dotées comme Cork et Dublin. Alors, ce cliché est intéressant de ce point de vue-là car il montre Paul O'Connell, natif de Limerick, où le rugby est populaire et rugueux, Brian O'Driscoll, la légende irlandaise du rugby, de Dublin, Tommy Bowl, un catholique d'Irlande du Nord qui a joué au football gaélique jusqu'à l'âge de 16 ans, et Rory Best, un fermier d'Ulster de tradition protestante. À ce jour, au Nord, le rugby est encore quasi exclusivement pratiqué par les membres des classes supérieures de la société protestante loyaliste. Cependant, il commence à attirer une proportion croissante de jeunes catholiques éduqués qui aspirent au style de vie des classes moyennes traditionnelles de la province. En revanche, au Sud, où la communauté protestante ne représente que 5% de la population, il a pris une coloration nettement catholique. En 1894, un seul catholique évoluait dans l'équipe nationale. En 1920, probablement un peu en raison du grand nombre de rugbymen protestants d'Ulster engagés dans le premier conflit mondial, sur les 28 joueurs qui ont participé aux 4 rencontres du tournoi des 5 nations, 8 étaient catholiques. De la même manière, lors du deuxième conflit mondial, de nombreux joueurs de rugby nord-irlandais furent appelés sous les drapeaux, alors que l'Irlande resta neutre, de sorte que les formations catholiques prirent l'ascendant sur les formations protestantes. Et sur les 46 joueurs présélectionnés pour disputer le tournoi des 6 nations de cette année, seuls 8, 17%, viennent des 9 comtés d'Ulster. Pour autant, il ne faut pas y voir de conversion massive de la population catholique du Sud au rugby. L'abrogation des sanctions à l'égard des membres du GAA qui pratiqueraient un autre sport en 1971 n'a pas provoqué d'afflux massif de nouveaux joueurs. De sorte que sur un territoire agrégeant 6,5 millions d'habitants, où le football gaélique et le hurling sont bien plus populaires que le rugby, sans parler du football, la Fédération irlandaise de rugby compte 90 000 joueurs en tout et pour tout. De sorte que le réservoir de joueurs de niveau international est très limité.
C'est pourquoi, bien qu'aujourd'hui le 15 du trèfle passe pour l'une des toutes meilleures équipes de l'hémisphère nord, il n'en est pas toujours allé ainsi, loin s'en faut. Pour son premier match international, disputé à 20 contre 20, le 19 février 1875, il essuya une cuisante défaite face aux Anglais. Et il lui fallut attendre 6 ans pour remporter sa première rencontre internationale face à l'Écosse et 12 ans pour prendre sa revanche contre l'Angleterre. Aujourd'hui encore, c'est, hors l'Italie, la nation qui détient le moins de victoires dans le tournoi des 6 nations, 13. Et celle qui détient le plus de cuillères de bois, 16, à égalité avec. Mais contrairement à l'Écosse, qui en compte 3 au cours des 20 dernières années, il faut remonter à 1998 pour retrouver l'Irlande en si mauvaise posture. Car à l'image des footballeurs, les rugbymen n'ont pas hésité à faire appel à la diaspora et à sa descendance. En outre, le pays a magnifiquement géré l'arrivée du professionnalisme dans le rugby en 1995, en créant 4 clubs, un par province, qui participent avec d'autres régions d'Écosse et du Pays de Galles à la Celtic League et qui libèrent leurs joueurs pour l'équipe nationale pendant le tournoi des 6 nations et les Coupes du Monde. Mais contrairement au football où cohabitent également des joueurs de confessions différentes, le rugby est tout de même parvenu à conserver son unité. Il est assez couramment admis que c'est une question d'appartenance sociale. En effet, les catégories socio-professionnelles qui pratiquent le rugby étaient mieux armées que les autres pour amortir les coups portés au pays par les différents conflits qui l'ont frappé entre 1916 et 1923. En outre, dans les années 1970, il était plus facile de séparer sa vie sportive et ses opinions politiques quand on était protestant et membre de la classe moyenne, plutôt que pauvre et membre de la classe ouvrière, car on n'avait pas grandi dans des quartiers directement touchés par la violence politique. La violence était, somme toute, géographiquement assez limitée. Elle se concentrait à Belfast, en particulier dans les quartiers catholiques de Falls Road et les quartiers protestants de Shankill Road. À Derry, dans le Bogside, tristement célèbre pour les 13 meurtres qu'y a commis une unité britannique le 30 janvier 1972, un autre Bloody Sunday chanté par U2 cette fois-ci, et dans le Triangle de la Mort, dans le comté de Tyrone. De sorte que dans le monde du rugby, la violence était vécue comme un fait relativement minoritaire. Et de la même manière que la classe ouvrière catholique s'est détournée de l'équipe nord-irlandaise de football, la classe ouvrière protestante n'a aucun intérêt pour le rugby. Enfin, mais c'est lié, il semble que le sport ait eu la chance, la majeure partie de son histoire, d'être dirigé par des hommes d'exception, constamment à la recherche du compromis. Il arriva en effet un moment où il fallut bien choisir un drapeau pour les rencontres internationales. À Dublin, seul le tricolore, le drapeau vert, blanc et orange de la République, était hissé. Et à Belfast, seul l'Union Jack, celui du Royaume-Uni, était hissé. Cela provoquait des mécontentements et en 1925, la fédération opta pour un drapeau divisé en 4 quartiers, un par province, arborant la main rouge de l'Ulster, la harpe du Leinster, l'aigle et l'épée du Connaught et les 3 couronnes du Munster. Lors des matchs qui ont lieu à Dublin, il est accompagné du drapeau officiel de la République d'Irlande. Ce fut la même chose pour l'hymne. En 1948, l'Irlande, celle des 26 comtés, quitta le Commonwealth et devint totalement indépendante, une république de plein droit. C'est pourquoi en 1952, à Colombes, l'exécution de God Save the King, suscita une vive indignation. D'autant que l'équipe était dorénavant composée d'un plus grand nombre de joueurs de la République que des 6 comtés. À peine 2 ans plus tard, en janvier 1954, lors d'un déplacement en Nouvelle-Zélande, les autorités locales firent également jouer l'hymne britannique. Tant et si bien que le mois suivant, à l'occasion d'une rencontre internationale contre l'Écosse, les 11 joueurs sélectionnés de la République menacèrent de ne pénétrer sur la pelouse qu'après que l'hymne britannique eût été exécuté. Les dirigeants prirent peur et on joua ce jour-là un hymne abrégé, connu en Ulster sous le nom de The Salute. En outre, afin d'éviter de rompre le fragile équilibre entre les 2 entités politiques et les 2 communautés, les dirigeants promirent que les rencontres internationales auraient dorénavant lieu à Lansdowne Road, dont la fédération était propriétaire à Dublin. Et pour éviter toute récupération politique, on invoqua les difficultés d'accès à Belfast, les capacités d'accueil insuffisantes de Ravenhill, le stade de Belfast, et le besoin de rentrées financières substantielles pour gérer la fédération. Dès lors, ce fut l'hymne guerrier et violemment
anti-britannique de la République d'Irlande, The Soldier's Song, en anglais, je ne le prononce pas en gaélique, je ne saurais pas le faire. Ce fut donc The Soldier's Song qui accompagna les efforts du 15 irlandais à Dublin. Cependant, on ne joue plus aujourd'hui que le premier couplet. À l'extérieur, par contre, il fut décidé qu'aucun hymne ne serait joué et aucun drapeau hissé. Cependant, à l'occasion de la première Coupe du Monde en 1987, l'International Board exigea que l'Irlande eût un hymne. Le comité directeur refusa de proposer The Soldier's Song et proposa Rose of Tralee, une langoureuse chanson sentimentale irlandaise qui célèbre le charme d'une demoiselle du Munster, symbole de la pure jeune fille d'Irlande. Mais pour Jean-Pierre Baudis, le spectacle de Phil Hoare, Willie Anderson et Terry Kingston en train de chanter la Rose of Tralee à Wellington avant le match contre le Pays de Galles avait quelque chose de saugrenu, comme le serait à Lansdowne Road ou à Twickenham, celui de Rodriguez, Amari ou Cabane se préparant au combat au son de Auprès de ma blonde. Probablement qu'ils furent plusieurs à partager cet avis, car lors de la Coupe du Monde suivante, The Soldier's Song fut joué pour les 3 rencontres que l'Irlande disputa à Lansdowne Road, et pour son match contre l'Écosse à Murrayfield, seul Flower of Scotland fut joué. Aucun hymne ne fut joué pour l'Irlande. Cependant, depuis, à l'extérieur, on joue Ireland's Call, un hymne commandé par la Fédération irlandaise de rugby et qui est maintenant adopté par d'autres fédérations. Cet hymne est aujourd'hui également joué à Dublin, parallèlement à celui de la République. Il y a donc, pour conclure sur cette troisième et dernière partie sur le rugby, il y a donc dans le monde irlandais du rugby une vraie loyauté entre le Nord et le Sud. Les liens entre clubs et institutions scolaires sont étroits. Et jamais un club de rugby de la République n'a refusé de se déplacer chez un adversaire du Nord, malgré les violences qui y sévissaient. La fracture se réduit au sein des clubs de rugby, mais les particularismes sociaux sont prégnants. Et sauf à invoquer ou convoquer la magie du sport, il reste difficile de parler d'identité supérieure qui transcenderait les identités nationales, au moins pour la très grande majorité des Irlandais. Alors je reviens sur cette diapositive qui est intéressante. Je ne serais pas surpris qu'elle ait été prise pendant l'exécution de l'hymne national irlandais, parce que O'Connell, O'Driscoll et Bow paraissent chanter. Mais Rory Best, tout à fait à droite, ne chante manifestement, voire explicitement pas. Hein. Car si, selon Trevor Ringland, sa britannicité peut s'adapter à son irlandité, il y a des limites à ne pas franchir, et son père, ancien membre des forces de police d'Irlande du Nord, à une époque où aucun catholique ne souhaitait ni ne pouvait les rejoindre, c'est l'hymne de la République, pas de l'île d'Irlande. Donc pour conclure, il me paraît qu'il y a une identité géographique, selon qu'on est citoyen de la République d'Irlande ou de l'Irlande du Nord, une identité confessionnelle, selon qu'on est catholique ou protestant, et une identité sociale. Le football pour les ouvriers et le rugby pour les bourgeois du Nord et du Sud, sauf à Limerick, où le jeu serait néanmoins trop rugueux et les supporters insuffisamment fair-play. La majorité des commentateurs s'accordent pour penser que les frontières entre ces catégories normées se diluent. Premièrement, la République d'Irlande n'a plus véritablement envie d'intégrer les 6 comtés du Nord-Est. La décision en 2001, malgré l'opposition de 5 des 6 comtés d'Ulster, d'abroger la loi 2001, qui était donc la dernière survivance des mesures discriminatoires sur lesquelles le GAA avait construit son image indépendantiste et nationaliste, et qui interdisait aux membres des forces de l'ordre britanniques d'adhérer à l'association. Cette règle 21 a été abrogée en 2001, et donc elle a probablement achevé de convaincre les sceptiques que la République abandonnait un peu les catholiques à leur sort. Par ailleurs, inversement, la communauté catholique du Nord se désolidarise massivement des actions que des groupes paramilitaires dissidents perpétuent en leur nom, soi-disant en leur nom, en faveur de la réunification. Deuxièmement, il semble que les catholiques nord-irlandais retrouvent doucement le chemin de Windsor Park, ou alors ils s'évadent dans la première ligue anglaise et l'équipe irlandaise de football, façon de gérer leur double identité. Un nombre croissant d'entre eux accèdent à la classe moyenne et se mettent au rugby. Quant au GAA, il fait son possible pour tenter de convaincre quelques protestants de le rejoindre.
Et pour terminer, la société se sécularise et la mondialisation estompe les différences et en folklorise certaines. Cependant, on n'efface pas des siècles d'histoire à coups de parties de rugby. Les bras de fer entre la Fédération nord-irlandaise de football et l'exécutif national, ainsi que l'échec du projet de construction d'un stade multisport à Belfast, montrent que la peur et la méfiance perdurent, qu'on n'est pas encore prêt à vivre ensemble. Aucune identité nationale ne semble encore, dans le domaine du sport, transcender ces identités géographiques, confessionnelles et sociales. Qui plus est, le niveau des championnats nationaux de football et de rugby ne sont pas très élevés. Les équipes irlandaises ont bâti leur succès de la fin du XXe et du début du XXIe siècle sur un recours massif à la diaspora et à sa descendance. Alors les pessimistes y voient la dilution d'une identité irlandaise déjà problématique, mais peut-être que des optimistes pourraient y déceler le signe d'une conception élargie de son identité nationale, débarrassée des contingences territoriales, confessionnelles et sociales, l'illustration d'une société qui abandonne ses fantômes, se tourne vers l'avenir, et s'ouvre au monde. Je vous remercie.